Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Intrix de la chaîne La Shop du Délice. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo tuto, donc les conseils pour MJ débutant. Alors, je fais un PowerPoint, je suis pas expert de ça, mais au moins vous aurez un petit appui à ce niveau-là. Donc, on va faire une série de vidéos sur ces conseils. Là, on va plus s'adresser sur le niveau, on va dire, basique, c'est-à-dire que vous débutez le jeu de rôle, vous avez quand même envie d'être maître du jeu et pas forcément être un simple joueur. Et on va partir du postulat que vous concentrez sur un univers existant et un système existant. Dans les futures vidéos, on verra comment créer son propre univers et pourquoi pas son propre système. Donc, pour commencer, je sais pas, voilà. Il y a différents types de parties, c'est important de savoir, avec des avantages et des inconvénients. Donc il y a le one shot qui est en général une session peut déborder sur deux sessions, suivant le rythme des joueurs et du maître du jeu. Les mini-campagnes qui sont environ qu'à 5 sessions et les campagnes à 6 sessions et plus. Bien évidemment, pour l'aspect mini-campagne et campagne, ça reste assez flou, c'est des valeurs théoriques, pas forcément bibliques. Les avantages par exemple du one-shot, c'est que ça vous permet de vous entraîner sur un système avec des joueurs que vous connaissez ou non, suivant où vous faites vos parties. Et si ça se passe bien, tant mieux, vous pouvez évoluer. Si ça se passe mal, tant pis, vous changerez soit d'équipe, soit système, etc. Le one shot est assez pratique, je trouve, au début, dans le sens que ça vous permet de tester peut-être plusieurs systèmes, jeux de rôle qui vous plaît, mais que vous avez encore un doute de si ça vous plaît sur de la théorie ou si ça vous plaît également en pratique. Je vous donne un exemple. Personnellement, sur la théorie, j'aime beaucoup Septième Mer. En pratique, j'ai beaucoup de mal à le proposer. J'ai le même problème avec Cats. La mini-campagne, en termes d'avantages, c'est que ça vous permet de proposer un contenu différent du one-shot. Je m'explique. Un one-shot, c'est pratique. Ça vous permet de tester le système, comme je disais. Ça vous permet de mettre en place un peu de RP, un peu de combat, mais il n'y a pas de suite. C'est le principe d'un one-shot. La mini-campagne, ça vous permet d'ouvrir des axes supplémentaires. Par exemple, si vous faites le monde d'Aria, pour citer lui en jeu de rôle RP, vous allez pouvoir commencer à créer, on va dire, une petite zone avec des PNJ à développer, des joueurs à faire un lien, un développement et une petite histoire. Ce qui peut être avantageux puisque certains jeux de rôle commencent, on va dire, à prendre de l'efficacité que quand il y a justement plusieurs sessions de suivi. Et enfin, la campagne. La campagne est là pour les joueurs enfin les MJ qui sont sûrs déjà de leurs joueurs de préférence et qui savent qu'ils peuvent s'investir un certain temps. Généralement, les campagnes ça prend plusieurs mois, voire même années, et par conséquent, c'est important de bien connaître ses joueurs et d'être sûr que ça va aller. La campagne a beaucoup d'avantages et l'inconvénient principal, c'est aujourd'hui vous savez quel joueur vous avez, demain vous ne savez pas s'ils auront un problème ou si juste ils auront plus de motivation et par conséquent, cette dernière peut se casser la gueule du jour au lendemain à vos dépens. Ensuite, autre règle importante, connaître ses joueurs, connaître les envies, connaître les limites, savoir quel type de jeu de rôle est adapté à eux. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais prendre des cas concrets par rapport à mon expérience, peut-être pour d'autres MJ c'est une autre expérience, enfin bref. J'ai remarqué par exemple donc ce que j'appelle moi la team Aria, donc celle qui on s'est découvert avec le monde d'Aria, c'était des joueurs principalement axés le RP, très peu sur les combats, etc. Par conséquent, je sais qu'avec eux, c'est peu probable que j'aille faire du Donjons et Dragons, par exemple, où là, le système veut qu'on fasse plus du combat que du gros RP. Ah, par contre, je peux proposer, on va dire, un mix des deux, c'est-à-dire le Donjon Nullbuck, où le RP What the fuck a autant sa place que les combats. À l'inverse, je connais d'autres joueurs qui, eux, le RP ils s'en tamponnent. Eux, ils veulent jeter les dés, ils veulent taper. Et donc, pour eux, je sais très bien qu'un casse, même un Fabula Ultima, etc., ça ne leur correspond pas. C'est important de connaître ces joueurs parce que si jamais eux ne prennent pas de plaisir, déjà vous, ça va vous remettre en question. Parce que forcément, pour eux, la session va être bof parce qu'elle ne va pas correspondre à leurs attentes. Et vous, ça peut vous remettre en question là où vous avez potentiellement pas fait d'erreur. C'est pour ça que je vous conseille de faire des one-shots pour justement apprendre à connaître dans votre environnement un maximum les joueurs et potentiellement si vous voulez faire, pardon, je vais y arriver, une mini-campagne ou une campagne, au moins vous savez vers qui vous adresser. Deuxième point très important, toujours par rapport aux joueurs, dialoguer.
Le jeu de rôle est un échange et par conséquent il faut dialoguer avec les joueurs pour voir ce qui plaît ou non. Cela force aussi l'implication de ces derniers et évite les papillonnages. Je pars du principe par ce PowerPoint, mais c'est pas forcément vrai que vous faites par des VTT, donc les Virtual Tabletop, et pas forcément en IRL, en physique. Mais c'est à peu près la même logique en physique, parce qu'avec les smartphones, etc., les joueurs ont vite fait de papillonner s'ils se sentent, on va dire, exclus, désintéressés, etc. Et je pense que c'est important de dialoguer, que ce soit, par exemple, les PJ, donc personnages joueurs, vivent une scène importante, de faire une petite pause, par exemple d'une minute, et de demander à chaque joueur comment ton personnage vit la situation. Ça lui permet de donner un peu de texture à son personnage et vous en même temps, ça vous permet au cas où de puiser dans l'émotion qu'il va en dégager pour continuer le scénario. Également, vous pouvez faire demander des résumés de la part de vos joueurs au début de chaque session et à la fin de chaque session également important de faire un point sur ce qui a plu et déplu afin de voir comment améliorer les choses, surtout dans un contexte où vous êtes maître du jeu débutant. Potentiellement, il y a des axes que vous n'avez pas pensé ou à l'inverse, peut-être que vous avez, on va dire, trop préparé par rapport à ce qui était attendu de la part de vos joueurs. Également, un point non négligeable, vous êtes le maître du jeu. Votre avis et vos envies comptent tout autant. Il faut surtout pas vous forcer à faire des sessions pour les autres si vous ne prenez pas de plaisir. Exemple, moi je sais que Cats, j'ai bon essayer encore et encore. Je n'arrive pas à m'amuser quand je le fais jouer. Par contre, j'adore l'univers. Je sais que les joueurs, eux, ont apprécié, mais comme je suis le maître du jeu, je vais pas me forcer pour ça. C'est toujours important de garder la main sur ce que vous voulez faire et non pas ce que les joueurs veulent. Alors bien évidemment, il faut les écouter, il faut trouver le juste milieu, mais c'est important que les deux camps, entre guillemets, trouvent un certain plaisir et un certain confort dans la partie. Et enfin, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier point, les outils. Encore une fois, je vais partir là sur le principe que vous faites du distanciel, puisqu'en présentiel, il y a d'autres choses, mais on pourra encore en venir un peu après. En termes de sites, il y a les plus connus, je pense, c'est Let's Roll, Forge plus Foundry et Roll20. Let's Roll est français, entièrement gratuit, sur navigateur, demande pas beaucoup de ressources. C'est très pratique pour se lancer au début. Mais je précise au début. Pourquoi ? Parce que Let's Roll est techniquement encore en développement et le développement est frisé parce que ils n'arrivent pas à faire suffisamment de fonds. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont encore incomplètes. Et si à terme vous voulez faire quelque chose d'un peu plus qualitatif, il faudra plus se rediriger vers Foundry et Roll20. Pour Forge et Foundry, du coup, donc Foundry seul suffit, c'est ce que vous voyez pour Fabula Ultima. Et Forge en fait permet d'externaliser Foundry sur un serveur à part. Ça peut être pratique si vous voulez pas laisser chez vous votre PC allumé, etc. et que les joueurs y ont accès. Foundry a beaucoup d'avantages, beaucoup de modules gratuits, de systèmes gratuits qui vous permet vraiment de pimper vos parties afin de vraiment faire quelque chose avec des FX, etc. Et ça rend vraiment un résultat très propre et très cool pour les joueurs. Roll20, alors je suis pas expert Roll20, je connais la version gratuite, mais du peu que j'ai vu reste quand même assez moins poussé que Foundry et pourtant un abonnement. Je sais, enfin du moins si les rumeurs sont vraies, que Roll20 doit subir des grosses mises à jour courant d'année, alors je sais pas si c'est 2024 ou 2025, pour rattraper un peu son retard, on va dire. Mais ça reste quand même une plateforme intéressante. À titre personnel, mon parcours ça a été Let's Roll pendant quasiment un an et ensuite Foundry. Pour les images, vous pouvez passer par Pinterest. Personnellement, j'ai fait énormément ça. Les artistes. Et enfin, parce que, alors je sais que je vais pas me faire que des copains en disant ça, l'IA. Pourquoi je mentionne l'IA, hein, ce serait très malhonnête de dire que je l'utilise pas, parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer un artiste, etc. Donc Pinterest ou IA reste une solution. Faut pas oublier que le jeu de rôle reste un loisir et que par conséquent tout le monde n'a pas les moyens de payer un artiste avec une commission, etc. Cependant, privilégiez si jamais vous avez les moyens les artistes. Et enfin pour les musiques, YouTube, Soundboard, etc.
Si on doit parler maintenant sur du présentiel, globalement, vous avez besoin d'un set 2D, d'un écran de maître du jeu si vous voulez jouer avec un écran de maître du jeu. Le livre de base, c'est toujours cool si les joueurs veulent lire un petit peu les choses pour leur classe, etc., notamment pour du Donjon et Dragon. Et niveau musique, il y a des applis très bien sur téléphone, par exemple Pocket Bard, qui vous permettront de mettre une petite ambiance légère pendant vos parties, et franchement, le résultat est garanti. Normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, on a atteint la fin du PowerPoint. Si jamais vous avez d'autres questions sur ces parties-là, où vous avez besoin que j'étende les réponses, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je compte mettre en place, du coup, comme je disais, une série de tutos de ce style-là. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. Et sur ce, à la prochaine.